Vous entendez, le micro est ouvert, parfait. Allez, donc on enchaîne avec cette deuxième session de la matinée, session de ta vie. Vous le savez, on en a parlé hier, vous l'avez tous noté, en 2021, des deux côtés de l'Atlantique, les recommandations ont évolué. On a l'autorisation de traiter par ta vie des patients à espérance de vie élevée. C'est un grand progrès, une grande progression, mais ça soulève énormément de questions, des questions techniques, des questions sur les indications, des questions sur les conséquences à long terme. On n'a pas des données scientifiques pour répondre à tout ça, mais on a la Heart Team, et c'est vraiment, à mon avis, un des messages qu'on gardera à la fin de cette session, c'est que cette évolution des recommandations, elle renforce encore plus le lien et l'importance de la Heart Team. Et donc, ce qu'on a voulu pour cette session aujourd'hui, c'est recréer une discussion de Heart Team telle que vous pouvez l'avoir chez vous. Donc, on a Sylvain Bertheret, qui est chirurgien cardiaque, Stéphane Chassin, Vincent Offray, cardiologue interventionnel, et puis moi-même. Et alors, je vais vous demander un tout petit travail d'abstraction, c'est-à-dire que vous allez imaginer que vous êtes chez vous, dans votre service, avec votre Heart Team local. Et ce qu'on va faire, c'est commencer à discuter à partir de l'évolution de ces indications devant vous. Et puis j'espère avec vous, donc n'hésitez pas, quand vous voulez, à poser des questions, soit par les micros, soit par l'application. Vous l'avez vu, donc bon, on peut s'asseoir. Et je pense que pour commencer cette discussion, on peut très simplement commencer par un cas concret qui va poser le problème. Donc Stéphane, tu peux peut-être nous parler du cas de cette patiente ? Donc effectivement, merci Nicolas. Donc on va utiliser un cas un peu typique qui sera notre fil rouge pendant toute cette session et qui va nous aider à essayer de répondre à un certain nombre de questions. Donc vous allez voir, c'est une jeune femme de 75 ans qui a un rétrécissement aortique qui est serré, symptomatique, avec une dyspnée qui est légère. Elle est hyper tendue, elle n'a pas de grosse comorbidité, un poids et une taille à peu près normale. Alors dans son bilan pré-TAVI, en réalité, elle a un réseau coronaire qui est normal, elle a une légère insuffisance rénale. Sur son électrocardiogramme, donc, elle a un léger bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. On pourra discuter un petit peu sur les attitudes futures. Sur le bilan de faisabilité, si on a la diapo, voilà. Donc son scanner, vous voyez, elle a un diamètre moyen qui est dérivé du périmètre qui est à 21,5 mm. Pour les édouardistes, ça fait à peu près 3,6 cm². Pas de calcification dans la chambre de chasse. Avec une valve qui est très cuspide, modérément calcifiée, des calcifications qui sont assez homogènes, des hauteurs des coronaires qui sont dans les normes. Vous voyez, on est à plus de 10 et pour la droite et pour la gauche. Et puis sur les abords vasculaires, donc ça très important, donc il n'y a pas d'athérome bourgeonnant ni dans l'aorte, pas de tortuosité sur l'aorte thoracique descendante, modérée sur l'aorte abdominale surrénale. Et puis vous voyez qu'elle a des belles artères fémorales communes droite et gauche sans calcification, qui nous fait prédire quand même un faible risque vasculaire périphérique. Ouais, donc c'est ça en fait, Stéphane. Si on résume le cas de cette patiente, comme on en voit tous les jours, c'est une patiente 75 ans, donc espérance de vie théorique longue une fois le RAO guéri, qui a bas risque chirurgical si jamais on devait l'opérer, et qui est à bas risque anatomique pour un TAVI. Donc Vincent, si on essaie donc de confronter ce cas concret aux recommandations mises à jour, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Merci Nicolas, merci Stéphane. Les recommandations 2021 sur ce cas concret, elles sont assez claires. Vous voyez qu'elle série les patients en 3 groupes après une discussion hors team. Soit vous avez un patient de plus de 75 ans, un patient qui a un risque élevé ou qui n'est pas accessible à une chirurgie. Mettez la diapo à l'écran. Et chez qui on peut faire un TAVI fémoral, et dans ces cas-là, on va privilégier le TAVI, donc à partir de 75 ans. Patient de moins de 75 ans, bas risque opératoire ou qui n'est pas accessible à un TAVI parafémoral, on privilégie plutôt la chirurgie. Et dans les autres cas, on va discuter individuellement en fonction des facteurs anatomiques, des complications de procédure qu'on peut envisager. Donc pour cette patiente, en théorie, les recommandations nous orientent plutôt vers un TAVI, mais elle est à un âge charnière. Je pense que c'est une patiente qui aurait des bons résultats avec les 2 thérapies potentielles. Et donc ça va être une discussion riche en Heart Team, et moi je pense que dans ma pratique quotidienne, c'est une patiente à qui je proposerais volontiers une inclusion dans un essai prospectif comme RAIA par exemple. D'accord. Et alors là aussi, parce que
on l'a tous entendu, ou c'est une remarque qu'on peut faire. Ça, on peut quelquefois reprocher au cardiologue interventionnel d'être un peu trop rapide et pas assez subtil intellectuellement dans certaines discussions. Donc l'évolution des recommandations, elle a pu être vue quelquefois comme un blanc-seing pour pouvoir faire du TAVI chez des patients jeunes sans trop réfléchir. Mais c'est pas ça, bien évidemment. Donc Stéphane, qu'est-ce qui ne rentre pas en fait dans le cadre de ces recommandations ? Alors effectivement, je vais être obligé de diminuer les ardeurs des cardiologues interventionnels. La décision, elle n'est pas binaire, juste liée aux données démographiques qui sont liées à l'âge. Plus de 75 ans, je fais un TAVI, moins de 75 ans, je ne fais pas de TAVI. Il y a plein de notions qui sont importantes dans les recommandations, donc il faut bien regarder toutes les données anatomiques et techniques de votre procédure. Il y en a 3-4 qui m'ont paru quand même intéressantes, qui vont faire plutôt basculer la balance vers la TAVI ou vers la chirurgie. Dans les données anatomiques, on pourra en discuter parce que c'est des données importantes, c'est que la bicuspidie fait plutôt basculer l'indication vers la chirurgie. L'existence de lésions coronaires sévères fait plutôt aussi basculer les indications vers la chirurgie. Et une troisième notion qui est quand même très importante dont on pourra discuter, c'est que l'absence d'abord fémorale fait aussi discuter la TAVI vers la chirurgie. Ça veut dire qu'on nous a un peu enlevé les voies accessoires. Et ça, c'est des données dont on pourra discuter, qui me paraissent importantes et qui sont à discuter en RTIM. D'accord, justement, à ce propos des voies accessoires, comme tu dis, tu peux mettre la diapo. Moi, chirurgien, ce qui me chagrine un petit peu dans ces recommandations, c'est vrai que c'est très dommage d'exclure du TAVI les patients qui n'ont pas une voie fémorale facile. Parce qu'on a eu la chance avec France TAVI, grâce à Martine Hélène, de faire une comparaison réelle entre les patients qui avaient une voie fémorale et ceux qui avaient une voie non fémorale mais périphérique, c'est-à-dire carotide ou sous-clavière. Et on voit qu'il n'y a aucune différence sur aucun des outcomes. Donc pourquoi priver les patients qui pourraient avoir accès au TAVI du TAVI parce que la fémorale n'est pas parfaite? Je pense que c'est dommage. D'abord, on prive certains patients du TAVI, et deuxièmement, on va aussi pousser des médecins à forcer un peu les voies fémorales, ce qui est clairement dangereux, ce qui va abîmer les résultats globaux des TAVI fémoraux d'ailleurs. Voilà. D'accord, remarque intéressante, mais il y a des arguments sûrement. Alors, on a la chance, tu sais, d'avoir Martine Gillard qui a participé au comité de rédaction des guidelines. Donc Martine, est-ce que tu peux nous donner une réponse là-dessus dans la salle? Si vous pouvez ouvrir le micro de Martine. Dans la salle. Ah, ça y est. Merci beaucoup pour cette question. En fait, il faut savoir que les guidelines sont toujours très controversées s'ils ne se reposent pas sur des études cliniques. Et malheureusement, on n'a pas d'études randomisées sur les voies accessoires. Alors, je dirais quand même que c'est la première fois que les voies accessoires sont indiquées dans les guidelines. Elles sont recommandées avec un niveau faible parce qu'on n'a pas d'études, mais elles sont indiquées alors que les autres fois, on n'en parlait pas. Mais on n'a pas pu aller au-delà en raison du manque d'études. D'accord, donc pas d'études randomisées, parce qu'il ne faut pas... Randomisées. Voilà. Sylvain a bien travaillé sur le sujet, mais pas d'études randomisées, et surtout pas comme c'est le cas pour les autres essais qui ont assis les guidelines, s'il n'y a pas de multiples essais randomisés. Il n'y aura probablement jamais d'études randomisées qui vont comparer le TAVI fémoral au TAVI non fémoral périphérique, donc c'est un petit peu dommage quand même. Je suis d'accord, mais du coup, si tu avais un large registre, on n'avait pas ces données-là quand on a établi les guidelines. Donc il faut qu'on fasse un registre plus important sur les voies accessoires, et à ce moment-là, avec ces éléments-là, on n'est pas obligé d'avoir un A dans de niveau de recommandation, on peut tout à fait avoir un C, mais pour avoir un C, il faut qu'on ait des données. D'accord. Alors revenons à notre cas. Patiente à espérance de vie prolongée, 75 ans, bas risque opératoire, bas risque chirurgical, on a vu les dimensions. Le danger aussi de l'évolution de cette technique, c'est que les cardiologues finissent par prendre les décisions tout seuls, sans vraiment connaître les enjeux de la chirurgie. Donc, puisqu'on a la chance de t'avoir, Sylvain, c'est important peut-être que tu nous précises, chez une patiente de ce type, les enjeux exacts de la chirurgie, quelle prothèse tu mettrais, le risque de mismatch, le risque opératoire, tout ça. Déjà, je dis, c'est pas une chance d'avoir un chirurgien dans une team, c'est juste normal. De t'avoir aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, maintenant, je suis censé vous persuader que la chirurgie, c'est mieux que le TAVI, mais ça va être un peu dur. Non, je rigole. Donc, déjà, effectivement, la première chose qu'un chirurgien fait quand il voit une patiente comme ça, il calcule le risque opératoire, et évidemment, c'est une patiente qui a un risque très bas, avec aucune comorbidité, si ce n'est l'insuffisance rénale. Deuxième chose qu'on fait,
Diapositive suivante, s'il vous plaît. À l'heure du TAVI, c'est vrai que le TAVI nous a fait beaucoup progresser, nous chirurgiens, parce qu'on ne peut plus du tout mettre les valves aortiques comme on le faisait avant. Évidemment, la question du mismatch maintenant est une question qui est absolument fondamentale et obligatoire quand on va opérer quelqu'un d'une valve aortique. Donc, dans ce cas précis d'une patiente de 63 kg à 1m63, on voit le calcul de on a des petites applications très simples pour ça, le calcul de la surface corporelle, et on en déduit quelle serait la meilleure valve pour cette patiente. On fait aussi maintenant, quand on a une valve aortique, chez nous en tout cas, on fait un scanner TAVI systématique. Pour éviter les surprises, parce que d'ailleurs aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'ouvrir quelqu'un qui a une porcelaine, rien que pour ça, mais aussi on peut mesurer, diapo précédente, on peut mesurer très précisément la taille de l'anneau aortique. Et il y a une correspondance très forte, en tout cas en fonction des valves, chaque chirurgien connaît la correspondance entre ce qu'on mesure au scanner et ce qu'il va être capable de mettre, mais sur un anneau comme ça qui était mesuré à 21,5 de diamètre moyen, cette patiente, elle aura une valve 21 sans problème particulier. Si vraiment c'est nécessaire, on peut élargir l'anneau, mais dans ce cas-là, ce serait un tout petit élargissement de l'anneau, pas très compliqué. Mais donc, cette patiente, avec cet anneau, peut avoir une valve 21, et donc pas de mismatch. Voilà. Deuxième chose à bien anticiper, c'est effectivement le risque de réintervention. Et effectivement, l'avantage de la chirurgie par rapport au TAVI, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de recul. Et le risque d'intervention chez une patiente de 75 ans, donc une patiente de 75 ans, aujourd'hui en France, en 2021, ça a 15 ans d'espérance de vie. Donc, si je regarde 75 ans, 15 ans d'espérance de vie, ça me donne 5% de risque de réintervention. Donc, cette patiente a 5% de risque d'intervention. Voilà, c'est un fait. Avec une bioprothèse alors là, dans cette étude-là, c'était principalement des Carpentier-Edwards. Diapo suivante. Donc, une valve 21 Edwards, on peut parfaitement connaître ces dimensions et on voit bien qu'avec ces dimensions-là, aussi bien la largeur que la hauteur, on ne prend pas de risque ni sur les coronaires au moment de la chirurgie, ni au moment du valve-in-valve. Parce que, diapo précédente, juste... Voilà. Donc après, risque de pacemaker, risque de problème valvule, de fuite para, on connaît par cœur. Et enfin, dernier choix de prothèse, on peut choisir maintenant des nouvelles générations de prothèses qui peuvent s'expandre pendant le TAVI. Donc on réfléchit au mismatch, on réfléchit surtout aussi à la réintervention dans le futur. Et vous voyez que la différence de prothèse TAVI qui est proposée pour une 21, si c'était une Magnaïs classique ou une Resilia Inspiris, eh bien on pourrait mettre soit une 20-23 et de l'autre côté une 23 simplement. D'accord ? Donc voilà, tout ça c'est à réfléchir. Donc, là, pour moi, chirurgien, j'ai mis un petit peu de temps, je sais. Il n'y a pas de vérité absolue, 75 ans de ta vie ou chirurgie. Mais par contre, moi, mon travail, c'est d'informer la patiente sur les bénéfices et les risques de chaque choix. Et dans ce cas-là, on a d'un côté, effectivement, une grande simplicité, un confort de mise en place du TAVI, une récupération rapide et des résultats qui sont très bons. Et de l'autre, plus de lourdeur, évidemment, mais peut-être plus de certitude sur l'avenir. Voilà, tout simplement. Alors un mot peut-être, parce que justement tu le disais, le TAVI a fait progresser aussi la chirurgie et cette problématique de mismatch dans les petits anneaux, elle est évoquée. Et donc on entend souvent parler de chirurgie d'élargissement de l'anneau, en pratique on la voit assez peu. D'accord. Très, très brièvement, dis-nous un petit mot là-dessus. Alors on la voit peu, mais on la voit de plus en plus. Bon. Parce que il y a une quinzaine d'années, on n'en voyait pas du tout. Mais il y a des façons assez simples d'élargir l'anneau. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais pour grandir d'une taille, c'est pas très compliqué. Deux tailles, ça devient plus lourd. La question très simple, là, parce qu'encore une fois, on ne va pas rentrer dans la technique, c'est nous informer, nous, est-ce qu'une chirurgie avec élargissement de l'anneau va avoir un risque opératoire significativement plus élevé ? C'est difficile, il n'y a pas d'abac là-dessus. Ouais. Effectivement, c'est une chirurgie qui va être un petit peu plus longue, avec peut-être un peu plus d'hémostase à faire. En pratique, dans l'expérience quotidienne, moi je n'ai jamais eu vent, ou moi personnellement, de problèmes techniques qui ont rendu la chirurgie impossible, pas du tout. On a une question là-bas. Géraud. Ouais, Nicolas, j'avais une petite question par rapport aux chirurgiens. Effectivement, le problème principal, enfin un des problèmes, c'est le mismatch. Et on voit qu'il y a des abacs, effectivement, en fonction de la morphologie des patients pour choisir la taille de prothèse. Moi, j'ai l'impression que, effectivement, ça marche dans 80% des cas, c'est ce qu'on voit en pratique, mais on a certains patients, malgré tout, des patients très grands qui vont avoir des petites valves nécessaires. Et est-ce qu'il ne faudrait pas faire un scanner systématique avant toute chirurgie de valve aortique pour analyser ? Ça permettrait à la fois pour la discussion de recentrer certains patients vers la chirurgie
et puis d'avoir une mesure qui soit plus adaptée que des mesures aux bougies que vous faites au bloc opératoire, où on a l'impression que ça entraîne plus de mismatch. Alors, déjà, effectivement, le scanner, pour moi, il est systématique avant toute chirurgie. Après la mesure à la bougie, moi, je me suis un peu amusé, entre guillemets, à comparer les mesures à la bougie aux mesures du scanner, et c'est très proche. Il n'y a pas de surprise. Parce que moi, je me suis amusé, on a un patient là, qui a été opéré il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans. Et en fait, c'est une voie mini thoraco. Et ils font un scanner systématiquement pour voir les axes, les abords. En fait, finalement, la mesure sur la valve aortique n'a jamais été faite. Quand on fait une mesure sur le scanner, on a 25 d'anneaux. Ce patient, il a une prothèse Edwards 21. Il est revenu 3 ans après pour un mismatch. Et il a été réopéré, on lui met une prothèse de 25. Mais donc je pense qu'il y a vraiment, et on le voit sur toutes les études, pourquoi on a des prothèses et moins de mismatch avec les TAVI. Je pense que c'est aussi un sujet important. C'est un point important, Géraud, tu as raison. Et je pense que c'est presque même un des messages principaux qu'on peut retenir de cette première partie de discussion sur l'évolution de la team, l'évolution des discussions. C'est que on ne sélectionne plus les patients en fonction du risque chirurgical, finalement. On va les sélectionner sur la notion de risque anatomique du TAVI, sur l'âge, sur l'espérance de vie. Et tu viens de le dire, Sylvain l'a expliqué aussi. En fait, les patients doivent venir nous voir pour un bilan pré-op de rétrécissement aortique, pas pour un bilan de TAVI, pas pour un bilan de chirurgie. Et dans ce bilan pré-op de rétrécissement aortique, le scanner préopératoire est maintenant un examen indispensable qu'on doit avoir avant toute prise de décision et pas seulement chez les patients qui seront fléchés vers le TAVI. Donc bon, c'était une première partie de discussion, je pense, fondamentale et intéressante. Et si on revient à notre cas, 75 ans, cette femme, en fait, si on regarde les statistiques de l'INSEE, elle a 12 ans d'espérance de vie devant elle à peu près. 15 ans, oui, pardon. 15 ans, parce que avec la lumière, je ne vois pas très bien. 15 ans d'espérance de vie devant elle, donc une espérance de vie conséquente. Et ça, bien sûr, si on réfléchit à la traiter par TAVI en première intention, ça a des implications qui sont majeures. Donc on va demander à Didier Tchétché de venir nous aider à réfléchir un petit peu sur cette problématique. Et notamment, Didier, le temps que tu arrives. Ouais, on prendra la question après l'intervention de Didier. Donc Didier, le temps que tu arrives et que tu t'installes, peut-être une première question qu'on voudrait te poser, c'est penser à traiter par TAVI en première intention une patiente qui a 15 ans d'espérance de vie. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la technique d'implantation immédiate ? Ça, c'est vrai que Nico, c'est une problématique qui est vraiment contemporaine. C'est maintenant, c'est les questions qu'on se pose au quotidien. Je traite un patient jeune, quels sont les impératifs que je dois respecter pour avoir un bon résultat? Moi, je pense que vous en avez discuté un petit peu, les fuites paraprothétiques. On sait depuis longtemps qu'une fuite paraprothétique modérée ou sévère, ça va impacter la survie du patient. Le patient va mourir, il va mourir un peu plus. Donc, on a appris assez rapidement à éviter ces fuites modérées à sévères. Mais il y a quand même, on a des données un petit peu plus récentes qui vont un peu plus loin et qui montrent que peut-être que quand on a une fuite qui est mild, qui est légère, une fuite grade 1, ça va également impacter la survie du patient. Donc, pour un patient jeune, je dirais que cette problématique des fuites paraprothétiques, elle est fondamentale. Et en pratique procédurale, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir 0 fuite pour notre patient. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence technique? Parce que c'est la question que tu me poses. Je pense qu'il faut, on en a discuté, avoir un scanner de bonne qualité et puis surtout être au point sur un sizing, le sizing pour choisir la taille de prothèse la plus adaptée au patient et éviter toute fuite paraprothétique. Pendant, donc à l'issue de ce sizing, il faudra choisir la prothèse la plus adaptée. Je pense que de façon moderne, avoir une seule valve qu'on met pour tout le monde, ça n'a pas de sens. Il faut adapter la valve au patient traité pour avoir le meilleur résultat. Donc il faut qu'on apprenne un peu à utiliser plusieurs valves et à sélectionner celle qui est la plus appropriée pour notre patient. Le positionnement, on est de plus en plus mûr pour avoir un positionnement optimal, mais pour un patient, en fonction de la prothèse donnée, il va falloir, on le sait, plus la prothèse est basse, plus il y a des fuites paraprothétiques, quel que soit le type de prothèse utilisée. Donc, faire tout ce qui est dans notre possession, tous nos moyens doivent être mis en œuvre pour avoir une prothèse qui est assez haute. Et ça, c'est important, un positionnement optimal de la prothèse TAVI. Après le déploiement, je dirais que post-dilaté, on n'a aucune donnée dans la littérature qui montre que la post-dilatation a un impact clinique négatif. Par contre, on sait très bien que ça va réduire les fuites paraprothétiques. Donc, si on a une fuite qui est grade 1 lors du contrôle angio ou échographique, peut-être que post-dilaté, la prothèse chez un patient jeune
à bas risque opératoire, ça peut être bénéfique pour éviter justement cet impact clinique négatif des fuites paraprothétiques légères. Le deuxième élément que je pense qu'il est important d'essayer d'éviter, ce sont les troubles conductifs. Pourquoi? Parce que ce que l'on sait, c'est que d'une part, les troubles conductifs sont assez fréquents après TAVI, sont plus fréquents quelle que soit la prothèse utilisée qu'après chirurgie, qu'il y a certains facteurs de risque qui favorisent l'émergence des troubles conductifs, que ce soit la présence d'un bloc de branche droit basal donc sur l'électrocardiogramme de surface, que ce soit des calcifications valvulaires qui vont être extensives, notamment au niveau de la chambre de chasse, et notamment dans cette région entre la coronaire droite et le non-coronaire, où on va trouver donc les voies de conduction. Le type de prothèse utilisée, et là, il faut accepter que les prothèses auto-expansives entraînent un taux de pacemaker qui est plus important pour nos patients. Et enfin, j'en ai parlé un petit peu avant, la profondeur d'implantation. Ça, c'est ce qu'il faut savoir et c'est ce qu'il faut éviter pendant la procédure. Et donc, il y a un élément qui est quand même assez intéressant lorsqu'on regarde, ce sont des papiers qui sont assez anciens, mais potentiellement, le fait de laisser un bloc de branche gauche persistant chez notre patient ou d'implanter un pacemaker, ça peut avoir un impact négatif sur la survie du patient. La survie et la mortalité, ce sont les événements cliniques les plus forts qu'on essaye d'éviter. Plus le patient est jeune, plus on va essayer de favoriser, de maintenir son espérance de vie. Donc probablement éviter les troubles conductifs, c'est important. Et donc il faut tout faire pour éviter ça. Donc quelles sont les conséquences techniques? De façon assez simple, je dirais que cette philosophie d'avoir le minimum d'intervention sur la valve aortique, elle prend tout son sens. Donc je vais éviter de prédilater lorsqu'il n'y a pas besoin. Je vais éviter de manipuler trop souvent à travers la valve aortique et donc d'essayer d'avoir un positionnement initialement bon de ma prothèse. Limiter la profondeur d'implantation, on y revient encore et encore et encore. Une prothèse basse en dehors des fuites paraprothétiques, ça va majorer le risque de troubles conductifs. Et ça, c'est contemporain, ça, c'est moderne, c'est quelque chose dont vous entendez parler régulièrement, la cusp overlap technique et le fait de travailler en OAD caudal pour toutes les prothèses et pas simplement pour les prothèses auto-expansives. Ça va avoir un impact positif sur le taux final de troubles conductifs, pacemaker, mais également les blocs de branche gauche. Et donc de façon assez simple, l'idée de la cusp overlap technique, c'est d'essayer de superposer la courbe, la S-curve, la courbe de perpendicularité à la fois du cathéter et de l'anneau aortique. Et on s'aperçoit que dans la vaste majorité des cas, pour la plupart des patients, on va se trouver dans le cadran qui est ici, donc en OAD caudal, l'OAD caudal pour avoir cette superposition des deux S-curves. Et donc c'est parfois pas évident de travailler dans cette projection, mais c'est ce qui va nous permettre de limiter la profondeur d'implantation en allongeant la chambre de chasse et donc avec une meilleure compréhension de la profondeur d'implantation. Juste un exemple pour vous montrer qu'en ayant une implantation haute, quelle que soit la prothèse, on peut avoir 0 fuite, 0 pacemaker. C'est un patient qui n'a pas de stimulation malgré la prothèse auto-expansive, 0 fuite, des coronaires qui sont perméables. Et également, de façon plus moderne pour la prothèse balloon expandable, on commence à l'utiliser, à la déployer également en OAD caudal, dans la cusp overlap technique. Et dans cette projection, ce qui est assez utile comme marqueur, comme référence, c'est d'utiliser la ligne radiotransparente que vous voyez ici. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une profondeur d'implantation à 0 ou 1 mm pour votre patient. Et donc, comme vous voyez, des taux de pacemaker qui, même avec une prothèse auto-expansive, vont se situer en dessous de 6%. Donc, on peut faire mieux, on doit faire mieux, notamment pour ces patients jeunes. Je dirais que l'un des éléments également importants, Nico, vous en avez parlé, c'est d'éviter le mismatch. Et donc, on a vu après chirurgie comment l'éviter. On peut probablement l'éviter après TAVI parce qu'on sait que ça a un impact, ça grève la survie du patient avec une surmortalité. Et ça, on le sait depuis longtemps lorsqu'on a un mismatch sévère. Et on sait que c'est plus fréquent dans les petites anatomies. Donc, quand on s'intéresse également à la qualité de vie, les patients jeunes sont plus actifs et ainsi de suite. En termes de qualité de vie, d'avoir une petite surface fonctionnelle et un gradient élevé, ça va limiter donc la tolérance à l'exercice du patient. Donc un mismatch sévère, c'est un des éléments importants qu'il faut éviter. Conséquences techniques pour prévenir ça. Je pense qu'encore une fois, il faut accepter que dans les petites anatomies, potentiellement une prothèse auto-expansive va faire mieux qu'une prothèse sertie sur ballon de petite taille. On veut éviter des gradients, avoir une surface fonctionnelle importante. Peut-être prédilater dans les formes les plus calcifiées, ça va permettre de limiter le gradient résiduel final. Moi, je dirais qu'il faut s'attacher à mesurer de façon invasive le gradient à la fin de la procédure pour savoir comment le patient risque d'évoluer, parce qu'on sait que quand on contrôle l'échographie 1 ou 2 jours plus tard, le gradient est beaucoup plus élevé. Donc le pic à pic et le gradient moyen invasif vont nous apporter des informations sur le fait qu'on laisse le patient à risque de mismatch sévère, et encore une fois la postdilatation si besoin.
On a l'étude SMART qui a commencé, SMART qui compare Sapien 3, Sapien 3 Ultra à Pro, Evolute Pro Plus dans les petites anatomies. Donc on va avoir des données prospectives et randomisées qui vont certainement valider le fait que les auto-expansifs dans les petites anatomies entraînent une meilleure hémodynamique et donc moins de mismatch sévère. Et ça, encore une fois, pour le bénéfice de nos patients. Et Nico, donc je terminerai sur juste cette problématique de l'accès au coronaire. Je pense que c'est important lorsqu'on traite un patient jeune d'essayer de préserver au maximum l'accès au coronaire. Ce qu'on sait, c'est que la coronaropathie est fréquente, ça c'est sûr, et que c'est plus complexe de cathétériser les coronaires lorsqu'on a une prothèse TAVI en place, et on l'a tous expérimenté au quotidien. On a des tips and tricks qu'on a déjà tous un petit peu partagés, notamment lors d'un des symposia hier soir. Donc, c'est important de faire ce partage d'expérience pour comprendre un petit peu comment cathétériser les coronaires. Mais pendant la procédure, le plus important est clairement d'essayer d'obtenir un alignement commissural adapté pour le patient, pour essayer de garder ouvert le cathétérisme, la cannulation des coronaires pour nos patients. Donc ça passe par une orientation particulière du cathéter avec un flush port, vous le savez, à 3 heures pour l'Evolute Pro Plus, ça marche très très bien. Pour la Portico, pour ceux qui étaient au symposium à Botte hier, donc le fait de tourner à 90 degrés le boîtier, la poignée, ça nous permet de maximiser les chances d'avoir un alignement commissural important. Et ce qu'on va essayer d'avoir comme repère, c'est d'avoir l'un des montants qui apparaissent comme une ligne. Et enfin, pour Accurate Neo notamment, on va également utiliser l'un des montants qu'on va placer en OAD caudal, parallèle à la commissure qui sépare la coronaire droite et la coronaire gauche. Merci Didier, c'était parfaitement clair. Donc si je résume en fait, en quelque sorte, tu l'as dit, la technique d'implantation de TAVI, elle est mature dans les mains de tous les opérateurs français maintenant, ça fait des années. Mais chez ces patients à espérance de vie plus importante, à bas risque opératoire, on se doit d'être plus exigeant avec nous-mêmes et avec les résultats qu'on va avoir. Et je pense que tu l'as parfaitement démontré, tu t'as fait passer ce message. La nouveauté aussi avec cette extension des indications, c'est que, et ça c'est majeur, c'est qu'on doit réfléchir et anticiper dès la première procédure de TAVI à la possibilité d'une réintervention. C'est-à-dire qu'au vu de l'espérance de vie de ces patients-là, on sait qu'il y a un risque statistique qui n'est pas négligeable, qui est besoin d'une réintervention pour une détérioration structurelle de la valve. Donc, dis-nous-en un peu plus à ce sujet. Ça, c'est encore une fois un point important que tu touches du doigt, Nicolas. On doit penser au futur du patient. Vous avez montré que l'expérience de vie, donc une femme de 75 ans, comme on est en train de discuter ce matin, c'est 15 ans. Donc il faut anticiper que dans le futur, elle ait besoin de ce qu'on appelle un TAVI dans ta vie. Et on sait que c'est complexe. On a des données dans la littérature qui sont maintenant disponibles et qui nous montrent que c'est beaucoup plus complexe. Et pourquoi est-ce que c'est plus complexe? C'est parce qu'il y a un risque de séquestration réelle des sinus coronaires et donc d'exclusion des coronaires. Et ça, c'est par le fait qu'on va créer une néojupe, dont je vous montrerai un petit peu plus tard quelques images. Et donc le risque coronaire est majeur, notamment dans certaines anatomies. Si on a une petite anatomie, on en revient encore à ça, ce qui est quand même assez fréquent chez les femmes, avec des sinus qui ne sont pas très larges, des coronaires qui sont basses. La première procédure de TAVI peut bien se passer, mais la seconde peut être difficile à réaliser parce qu'on risque clairement donc d'exclure les coronaires et ça a un impact vital pour le patient. Donc c'est quelque chose qu'on doit éviter. Et juste pour pour marquer un petit peu les esprits, vous voyez que si on utilise par exemple une Evolute qu'en première intention et que 10 ans, 15 ans plus tard, elle dégénère et qu'on part pour une Evolute dans Evolute, la nouvelle jupe qu'on va créer par le fait de mettre les feuillets de la première bioprothèse tout à l'extérieur et d'entourer la seconde prothèse TAVI qu'on met à l'intérieur, elle va atteindre quasiment 3 cm, 2 cm 5 à 3 cm. Donc c'est important. La hauteur moyenne des coronaires, c'est 10 à 15 mm. Excusez-moi, donc 30 mm et la hauteur moyenne des coronaires, c'est 10 à 15 mm. Donc avec cette néojupe, si on a une jonction sinotubulaire qui est petite, comme vous pouvez voir par exemple ici, avec très peu d'espace entre le début de la coronaire et le stent de la prothèse, on va clairement séquestrer les sinus, exclure les coronaires et là le risque est vital. Et si on met Sapien 3 dans Sapien 3, la néojupe, néoskirt va être plus basse, mais elle peut, dans certaines anatomies, produire le même effet. Et donc, la combinaison, le choix de la première prothèse en fonction de l'anatomie donnée du patient est importante. Et on ne peut pas se dire, je prends une prothèse et je la mets pour tout le monde. Ça n'a pas de sens. Il faut anticiper chez les patients jeunes l'impact procédural immédiat, mais également le futur pour ce patient. Donc, je pense qu'il faut savoir rediriger
les patients les plus risqués vers une chirurgie de première intention, notamment quand ils sont jeunes, pour anticiper plutôt un valve-in-valve qu'un TAVI dans le futur. Et choisir la bonne prothèse, on en a parlé. Basilica, une technique qui est assez complexe, que peu de centres utilisent, peut être utile chez certains patients lorsqu'on va faire un TAVI dans TAVI. Mais ça, c'est une procédure qu'on va peut-être commencer la semaine prochaine à Toulouse et à Bordeaux d'ici une quinzaine de jours. C'est shortcut. L'idée, c'est simplement de sectionner, de séparer les feuillets de la bioprothèse qui est dégénérée pour les ouvrir et permettre d'avoir un accès direct au coronaire. Donc, potentiellement dans le futur, en termes d'impact procédural, l'utilisation de ce type de device peut être intéressante. Parfaitement clair aussi, Didier. Donc, en résumé, si tu nous as expliqué les exigences techniques de la première intervention pour optimiser le résultat, l'anticipation donc de la réintervention, tes points essentiels à retenir sur ces deux aspects quand on évoque le traitement par TAVI d'une patiente de 75 ans. Donc si on veut synthétiser, Nico, et pour tout le monde dans l'audience, je dirais que le TAVI en première intention chez un patient qui est jeune, qui a une grande espérance de vie, il faut avoir un sizing extrêmement pointu, il faut un scanner de bonne qualité, il faut faire son propre sizing pour choisir la bonne taille de prothèse et le bon type de prothèse pour un patient donné. Le choix de la prothèse la plus adaptée implique qu'on soit capable d'utiliser plusieurs types de prothèses différents, de les maîtriser et puis de savoir exactement quel est l'outcome, quelle est l'implantation optimale pour une prothèse donnée. Ça, c'est important. Il faut, comme on l'a vu en dernier, je pense, anticiper un TAVI dans TAVI futur avec toute la problématique que ça implique en termes d'obstruction des coronaires. Et ça, donc, il faut choisir la bonne prothèse à l'état basal pour anticiper ce TAVI dans TAVI. L'objectif, je crois, pour tout patient jeune à bas risque, c'est 0 fuite et le moins de troubles conductifs possible. 5 à 6% de pacemaker, ça semble juste si on veut se comparer à la chirurgie. Et enfin, garder l'accès au coronaire en travaillant en première intention sur un aliment commissural adapté me semble fondamental pour les patients les plus jeunes. Voilà, je vous remercie. Merci Didier. Merci Didier pour cette présentation qui avait vraiment fait le tour de tous les petits potentiels problèmes des TAVI. Mais je vois dans ta conclusion, tu as mis objectif 0 fuite ou trouble conductif. C'est délibéré le choix où? Parce que est-ce qu'en évitant les fuites, on ne va pas plutôt favoriser les troubles conductifs ou tu comptes vraiment retirer les deux? Tu as tout à fait raison, ça aurait dû être 0 trouble conductif et fuite. Mais je pense qu'on peut avoir les deux sont assez liés. Hein, la plupart du temps, plus t'es haut, mieux tu vas utiliser la force radiale de ta prothèse ou la jupe, parce qu'elles ont toutes des jupes maintenant, et donc moins tu vas avoir de fuite et moins tu vas avoir de troubles conductifs. D'accord. Et par contre, si tu mets aussi dans la balance protection des coronaires pour le futur, est-ce que tu arrives à trouver des patients pour lesquels tu seras entre guillemets pratiquement sûr qu'il n'y aura ni fuite, ni trouble ni problème coronaire, et d'autres justement où tu dis que si tu veux privilégier l'un, tu seras obligé de sacrifier l'autre. Est-ce que ces patients-là, plutôt, ce sont ceux que tu conseilleras peut-être d'aller plutôt vers la chirurgie? Exactement. Je crois que tu résumes bien la problématique qu'on peut trouver chez certains patients. Il n'y a pas de dogme. Je sais quelle est la technique optimale, mais j'ai un patient à traiter. Et je vois si cette technique optimale va créer d'autres soucis. Si je risque donc d'empêcher l'accès au coronaire dans le futur, peut-être que rediriger ce patient vers une chirurgie, d'autant plus qu'il est à bas risque, a du sens. Donc faire toujours la même chose, utiliser la même prothèse, la même technique pour tous les patients, je crois que de façon moderne, c'est plus tout à fait adapté. On avait plusieurs questions dans la salle, alors je n'ai pas qui était la première. Vous, allez-y. Oui, bonjour. Ma question est simple. Les chirurgiens, on sait que l'Euroscore et le score américain prévoient très mal le pronostic post-opératoire chez les patients âgés valvulaires qui sont opérés. Et tout ça parce qu'on ne fait pas une évaluation gériatrique aux patients. Je voudrais savoir, parce que les gériatres ont des échelles qui sont spécifiques, que nous, cardiologues, on ne sait pas les utiliser. Est-ce que vous faites participer vos gériatres à votre indication opératoire? Oui. J'ai envie de dire même c'est systématique. Bon. L'avis gériatre est systématique. Ouais, je crois que c'est de plus en plus fréquent dans la majorité des équipes. Enfin, systématique. Ouais. Surtout quand l'âge avance beaucoup et qu'on se demande, la question c'est plus chirurgie ou TAVI, c'est raisonnabilité du TAVI. Oui, intérêt. Après, juste sur l'Euroscore, je reviens, j'ai une petite remarque. L'Euroscore, ça a quand même été très très bien validé et c'est paradoxal parce que c'est un score qui avait été inventé pour les pontages et qui marche très bien sur les valves. Et il marche même mieux sur les valves que le STS score. Donc après, l'Euroscore chez très très âgé, c'est peut-être encore un autre débat, mais
justement, avec le TAVI, il a moins d'intérêt. Voilà. Jean-Philippe, tu avais un commentaire aussi. Ouais, merci Didier pour ce magnifique topo. Toi, tu préconises Cusp Overlap Technique, parce que c'est que des preuves rétrospectives. C'est ce qui compte, c'est la profondeur d'implantation. Donc on n'a pas beaucoup de données quand même prospectives là-dessus, quoi. Donc il y a des données qui arrivent. C'est vrai que en rétrospectif, on voit que ça marche mieux. Notamment, la dernière, c'est l'étude de Copenhague avec Ole de Backer, je pense qu'il est là, et qui montre qu'en utilisant la Cusp Overlap Technique, tu as un taux de pacemaker avec les auto-expansifs qui est de l'ordre de 5-6%, ce qui est assez bas. Et en prospectif, il y a Optimize Pro qui arrive, où là, c'était un petit peu strict, où vraiment toutes les indications de pacemaker devaient être justifiées, et tous les patients avaient la Cusp Overlap Technique pour l'implantation de la prothèse. Et on voit que le taux de pacemaker, effectivement, est en dessous de 10%. Donc on va avoir des données prospectives, mais on a quand même donc l'intuition que ça a un impact positif parce qu'on est beaucoup plus haut quand même. Et moi, j'ai une question juste pour le panel. Dans cette discussion, en fait, on se focalise sur l'âge de 75 ans. Et c'est la grosse différence entre les recommandations américaines et européennes, alors que finalement, on n'a pas l'évidence scientifique. En tout cas, dans les essais randomisés, on n'a pas sélectionné les patients en fonction de leur âge, notamment dans le low risque. Et puis je vois la discussion, là, on n'arrête pas de parler de 75 ans, 75 ans, 75 ans. Et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas parler d'âge, mais que de l'espérance de vie et éventuellement, de sa relation avec l'éventuelle, défaillance de valve à distance, quoi. Bien sûr, non, tu as tout à fait raison. Alors, pardon si on a trop mis en avant ce seuil, c'était surtout pour le cas qui servait de départ à la discussion, et aussi parce que c'est le seuil qui apparaît dans les recommandations. Martine corrigera si je dis une bêtise, de mémoire ce seuil a été choisi parce que l'âge moyen dans les deux essais principaux low risk, il était approximativement de 73 et 74 ans. Et donc 74 ans, ça semblait un contron assez raisonnable, et avec une espérance de vie après qui était compatible avec ce qu'on connaît actuellement de la durabilité des prothèses TAVI. Mais on a essayé de le dire tout à l'heure, tu as raison de réinsister dessus. Ce qui compte, je pense, dans la discussion actuelle des Heart-Team, c'est le raisonnement sur l'espérance de vie des gens et pas sur un seuil d'âge fixe. Tu as tout à fait raison. Il y avait une question antérieure tout en haut à droite. Merci pour les topos, c'est très, très instructif. Vous parlez de faire un scanner TAVI à tous les bilans préopératoires de RAC. Je trouve ça être une très bonne idée. Quand on a des petits anneaux chez des grandes personnes chez qui on crée un mismatch, vous allez plutôt orienter vers une chirurgie avec élargissement de l'anneau ou plutôt un TAVI en sachant que le TAVI a plutôt une meilleure performance hémodynamique que la valve chirurgicale a priori. Sylvain, pour toi, 30 secondes. Justement, le débat sur la taille de l'anneau et le risque de mismatch qui orienterait plutôt vers le TAVI, c'est là où je ne serais pas complètement d'accord. C'est que si on a un petit anneau et qu'on met un TAVI, on peut clairement être dans les soucis au jour du valve-in-valve. Alors que si délibérément on a un petit anneau et qu'on sait qu'on va opérer et élargir cet anneau, on protège le patient pour le valve-in-valve. Et techniquement, l'élargissement, ça devrait être vraiment classique maintenant. Thomas, tu avais une autre question. Oui, merci beaucoup Didier. Donc, on a un peu une antinomie quand même entre pour la profondeur d'implantation où on se dit qu'il faut de toute façon la mettre la plus haute possible, mais ça va entraîner une néoskirt potentielle qui va être de plus en plus, qui va être haute aussi. Donc actuellement, on cherche quand même la position la plus haute. Oui, tout à fait. Sans penser au fait que la néoskirt va de fait être... Il faut le garder, il faut le garder à l'esprit, que le patient risque de revenir et anticiper ce que va être le TAVI dans le futur. Mais déjà, il faut avoir à l'état 0, au temps 0, un bon résultat pour ce patient. Donc une position haute, je pense que c'est fondamental. Et parfois, c'est un compromis, comme on en a discuté avant, accepter d'être un peu plus bas pour garder l'accès au coronaire. On parle d'alignement commissural, il y a cette philosophie maintenant d'alignement coronaire, et essayer d'adapter la position de la prothèse à l'origine des coronaires. Thomas Cuisset, une autre question. Ouais, non, juste un petit commentaire sans vouloir gâcher l'ambiance, hein, Didier. Je pense qu'on est tous extrêmement enthousiastes et je pense qu'il n'y a pas de question là-dessus. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on a quand même devant nous, dans quelques années, une phase très compliquée de gestion, on va dire, des survivants de 75-80 ans à qui on va devoir faire du TAVI-in-TAVI?
C'est exactement ça, mais je pense qu'il faut se préparer à gérer tous les patients qu'on a traités qui vont revenir, ceux qui avaient, c'était le début de notre expérience, un alignement commissural qui était complètement aléatoire, des positions de prothèses pas du tout adaptées à l'origine des coronaires, il va falloir les gérer. Mais on peut déjà quand même préparer la deuxième vague avec une technique un peu plus adaptée maintenant, mais il va falloir qu'on développe tous ensemble une expérience pour traiter ces patients-là, toute cette première cohorte de patients. Et je pense que peut-être le shortcut, comme je le montrais, ou le Basilica vont permettre de faciliter ces procédures. Mais tu as tout à fait raison, Thomas. Et Didier, il y avait Alain qui avait... Vas-y. Didier, j'avais une question. Donc effectivement, l'alignement commissural, ça me paraît indispensable. Et dans le futur d'un TAVI, est-ce que tu ne crois pas que c'est plus logique de mettre une valve annulaire en premier, parce que qui va quand même avoir une néoskirt qui sera forcément plus petite pour la deuxième. Et de ce fait, comme avec l'Edwards, on ne peut pas faire d'alignement commissural parce qu'on ne sait jamais où sont serties les commissures sur le ballon. Est-ce que tu ne crois pas que c'est un effort de la société d'Edwards de nous développer une prothèse où on pourra faire de la vraie alignement commissural pour pouvoir faire éventuellement du Basilica dans le futur et donner, si tu as ces patients, la meilleure stratégie possible? Comme tu le disais tout à l'heure, avec deux valves supraannulaires, on aura une néoskirt de 30 mm quand on fera du TAVI, ce qui paraît quand même déraisonnable, avec 80% d'accès au coronaire quasiment impossible, 25% d'occlusion des... Donc après, là tu parles de la combinaison pour le TAVI dans TAVI. De façon assez intuitive, on a l'impression qu'effectivement commencer par le plus court, ça peut avoir du sens. C'est ce qu'on fait, je pense, actuellement. Mais d'un autre côté, aux États-Unis, le remboursement de TAVI dans TAVI, c'est avec la Sapien 3. Tu peux faire Sapien 3 dans Evolute, parce que tu ne vas pas pousser complètement les feuillets vers l'extérieur et donc avoir une néoskirt à 3 cm, 2 cm 6. Et donc, il faut en fonction de l'anatomie de ton patient, choisir quelle est la plus adaptée. Et tu as raison sur un point, et je pense que là, les industriels ont un rôle à jouer pour qu'on traite tous ensemble de la meilleure façon possible nos patients. C'est de permettre d'aligner notamment les prothèses ou même toutes les prothèses, dans l'anatomie du patient et de permettre de matcher les commissures ou l'origine des coronaires avec ce qu'on veut, on pense optimal pour le patient. Alain Crivier a une remarque. Oui, je voulais juste faire une remarque. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on va voir revenir dans une dizaine d'années un grand nombre de patients avec des dysfonctionnements valvulaires qu'il va falloir traiter. Et on parle toujours de valve in valve, c'est-à-dire qu'en fait, on garde dans l'idée qu'en cas de resténose, on va mettre une valve dans la valve. Mais je pense qu'il y aura un certain nombre de patients qui vont avoir besoin de la chirurgie pour retirer la valve. C'est-à-dire qu'on sera dans des situations où on ne peut pas faire de valve in valve sans prendre des risques extrêmement importants pour les patients. Et j'aimerais bien avoir l'opinion des chirurgiens sur la possibilité de remplacer une valve TAVI par une valve chirurgicale, retirer la valve TAVI. Est-ce que la durée depuis l'implantation joue un rôle important là-dedans? Et est-ce qu'il y a des modèles de valves qui se prêtent plus ou moins au fait de pouvoir être retiré pour ensuite, sans faire forcément de remplacement de l'aortation d'entre. Merci beaucoup Alain. Alors regarde, je me jette sur Sylvain pour l'empêcher de te répondre tout de suite, parce qu'en fait tu nous fais une transition géniale, puisqu'on va discuter de tous ces points qui sont essentiels dans les minutes à venir avec tes élèves Hélène et Eric. Mais c'est effectivement une problématique qu'on va aborder et Sylvain va nous donner son avis là-dessus dans les minutes à venir. Juste avant justement de passer à la présentation d'Hélène, peut-être je voudrais entendre Vincent, parce que Vincent, on le sait, tu as beaucoup travaillé sur le plan scientifique sur la partie pacemaker et TAVI. Et ça peut avoir aussi un impact au moment du choix de la décision. Donc, est-ce que tu peux, Didier l'a abordé, mais nous repréciser un petit peu quelques données claires sur la morbimortalité liée au pacemaker post-TAVI? D'accord, merci Nicolas. Effectivement, Didier l'a abordé. La morbimortalité liée au pacemaker, c'est un petit peu discuté. La dernière méta-analyse qui a été publiée par Laurent Farou dans l'European Heart, en fait, retrouve une surmortalité totale, sans surmortalité cardiovasculaire et avec une augmentation aussi du risque de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc c'est des données qui sont quelque part un peu inquiétantes quand on regarde la surmortalité totale. Quand on voit qu'il n'y a pas de surmortalité cardiovasculaire, ça pose question sur l'impact des facteurs de confusion résiduelle qu'il peut y avoir dans les études à l'heure actuelle. Je pense qu'il est quand même physiopathologiquement probable que des patients qui vont avoir un taux de stimulation important après un TAVI, et dans les séries actuellement ça représente entre 30 et 50% des gens qui ont un taux de stimulation élevé, c'est-à-dire plus de 40% de stimulation ventriculaire droite,
il est probable que ces patients-là puissent développer une dysfonction ventriculaire gauche induite par la stimulation ventriculaire droite et puis des événements cliniques qui s'ensuivent. Donc c'est probablement quelque chose auquel on va être d'autant plus confronté qu'on va vers le traitement de patients jeunes, peu comorbides. Et il faut qu'on y soit effectivement très vigilant. Mais Didier l'a souligné, on fait attention, on a des techniques qui nous permettent maintenant de réduire les taux de pacemaker. Je suis aussi d'accord avec le commentaire qu'a fait Jean-Philippe. Je ne sais pas si c'est exclusivement la cusp overlap technique qui nous permet de réduire le taux de pacemaker. Il y a eu un gros travail scientifique global sur le management des troubles conductifs, sur limiter les pacemakers futiles, etc. Et tout ça va dans le bon sens, quoi. D'accord, merci. C'était très très clair. Juste avant de faire la transition vers la partie suivante, si vous pouvez avoir à l'écran là, une diapositive que j'ai affichée, que vous allez voir, je pense qu'il vient un petit peu en complément de la discussion qu'on a eue sur l'anticipation, l'estimation du TAVI dans TAVI. En fait, Didier l'a bien dit, et je pense que ça ressort de notre discussion. Ce qui rend passionnante les discussions de Heart Team qu'on a pour ces patients-là à espérance de vie prolongée, c'est que justement, encore une fois, ce n'est pas un blanc-seing pour le TAVI aveugle, et qu'il faut anticiper dès maintenant les risques potentiels de la réintervention. Et je trouve que ce diagramme-là, dans cette publication récente, il donne des idées très claires sur le fait qu'il faut définir un plan à risque qui est tout simplement le plan d'arrivée de la néojupe par rapport à la jonction sinotubulaire et la distance virtuelle, donc ça avec les scanners on peut le reconstruire, qu'il va y avoir entre la jonction sinotubulaire et le haut de cette néojupe. Et comme ça je trouve qu'on a d'ores et déjà des outils qui commencent à être assez simples d'utilisation pour anticiper ce risque du TAVI dans TAVI potentiel. Bon, merci encore Didier, c'était très bien. Avec plaisir. La partie suivante maintenant, on poursuit notre réflexion ensemble et c'est une question qui existe depuis que le TAVI existe. Alain Cribier nous l'a dit hier. Bien sûr qu'envisager de traiter par TAVI en première intention une patiente ou un patient qui a une espérance de vie prolongée, c'est se poser des questions légitimes sur la durabilité de ces bioprothèses. Et donc Hélène va nous donner des informations là-dessus. Merci beaucoup Hélène. Peut-être tu peux commencer par nous définir la durabilité des bioprothèses. Comment on définit la durabilité des bioprothèses, notamment TAVI en 2022 ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la durabilité ? La durabilité, c'est défini par l'absence de dysfonction valvulaire, en général, quelle qu'elle soit. Alors, je ne vais pas revenir sur mon introduction. On sait que pour les valves chirurgicales, la durabilité est limitée. On a vu 5% à 15 ans, par exemple. C'est vraiment un grand sujet. À l'heure de l'extension du TAVI, on l'a dit aussi, puisque l'espérance de vie va probablement emmener les patients à avoir une réintervention dans le futur. Et donc, effectivement, il faut bien qu'on sache de quoi on parle. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner une dysfonction de la valve ? Il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que la fameuse dégénérescence qu'on connaît tous pour les bioprothèses chirurgicales. Il y a ce qui est présent dès le début, c'est-à-dire qu'on appelle ça dysfonction non structurelle, c'est-à-dire que c'est au moment de l'implantation, on finit par exemple avec une insuffisance aortique paravalvulaire, ce qui n'est pas bon, ou on finit avec un mismatch, et tout ça c'est présent dès le départ, c'est-à-dire c'est l'échographie de fin de procédure ou l'échographie à 1 mois, et c'est pour ça que c'est capital d'avoir cette évaluation après l'implantation pour savoir sur quoi on part, parce qu'on peut partir d'emblée sur une dysfonction de la valve. Ensuite, on sait que le patient peut avoir un jour une thrombose des feuillets, peut avoir une endocardite, et puis enfin, la fameuse détérioration structurelle de la valve, c'est ce dont on parle depuis des décennies, c'est les modifications persistantes des feuillets par décalcification ou des déchirures, et ça, c'est quelque chose qui est définitif et qui apparaît pendant le suivi. Donc, il y a vraiment une différence, et c'est encore pour insister sur l'importance de l'évaluation initiale après un TAVI. Et donc, toutes ces dysfonctions de valve qui peuvent apparaître, elles peuvent être infracliniques, c'est-à-dire découvertes soit à l'échographie qui est faite de façon systématique, soit un scanner qui est fait pour autre chose, ou elles peuvent donner, on le sait très bien, un retentissement clinique, une réapparition d'une dyspnée, un œdème aigu pulmonaire, voire un décès.
Alors, on va rapidement parler de ces différents mécanismes. Alors, la thrombose, on n'en parlait pas beaucoup parce que historiquement, la thrombose de valves, c'était que pour les valves mécaniques. Mais on s'est aperçu que finalement, il y avait aussi des thromboses des bioprothèses, qu'elles soient percutanées ou chirurgicales. Et c'est Raj Makkar en 2015 dans le New England qui a un peu fait une révélation qui était inattendue. C'est que finalement, environ 13% des patients qui avaient une bioprothèse, qu'elle soit percutanée ou chirurgicale, avait une thrombose infraclinique qui était découverte au scanner. Et donc, il y a eu des discussions là-dessus. Est-ce que ça a un impact, pas d'impact? Finalement, on peut dire que probablement, ça n'a pas d'impact clinique. Et 1% peuvent avoir une expression clinique, et c'est les patients qu'on identifie soit parce qu'ils ont des symptômes, soit parce qu'à l'échographie, dans le suivi, il y a une augmentation du gradient. Et donc cette augmentation du gradient, elle doit forcément faire penser à une thrombose, surtout si c'est assez précoce après l'implantation. Et le scanner, vraiment, est un élément diagnostique majeur, puisqu'il met très bien en évidence le scanner, et ça se traite très bien par une anticoagulation prolongée. Donc c'est vraiment important de bien faire le diagnostic de la thrombose parce que c'est une forme typique et un diagnostic et un traitement précis. Ensuite, il y a l'endocardite. Alors l'endocardite, on sait tous que ça existe avec toutes les bioprothèses. Les études montrent qu'il n'y a pas plus d'endocardite pour une bioprothèse percutanée ou chirurgicale. On sait qu'il y a plus d'entérocoques. C'est ça un peu la différence entre les deux. Le diagnostic, c'est également soit le tableau clinique avec en particulier la fièvre, l'altération de l'idée générale ou des modifications de l'auscultation, mais c'est surtout l'échographie avec soit une insuffisance aortique centrale, pas paravalvulaire, soit une élévation de gradient, soit les deux, une confirmation biologique par ETO ou par PET scan. Et là, c'est très grave, ça se traite par antibiothérapie, éventuellement chirurgie qui peut être d'ailleurs complexe, on en reparlera plus tard. Et enfin, la fameuse dégénérescence, qui en anglais c'est structural valve détérioration, qui peut se manifester également, tout ça c'est un peu les mêmes symptômes, réapparition des symptômes, augmentation du gradient ou insuffisance aortique centrale, c'est une déchirure des feuillets, ou un diagnostic au scanner. Et donc voilà, c'est assez classique, c'est l'échographie de contrôle, l'élévation du gradient. L'échographie ne montre pas grand-chose, mais peut montrer des calcifications ou une IA centrale. Et encore une fois, c'est le scanner qui a un rôle majeur, puisque là, vous voyez ici, par exemple, une calcification des feuillets, ça ne peut rien être d'autre qu'une dégénérescence de la valve. Alors, il y a eu plein de définitions standardisées qui ont été faites depuis 2017, parce qu'avant, la dégénérescence, c'était uniquement qualifié par les chirurgiens comme la nécessité d'une réintervention. Et on voit bien que ce n'est pas du tout assez fin, parce qu'on peut avoir une dégénérescence et ne pas être réopéré. Et donc, les études ont été très importantes et les consensus ont été faits pour dire qu'il fallait être beaucoup plus subtil et utiliser l'échographie pour définir la dégénérescence et son grade. Et à l'échographie, c'est facile, c'est l'évaluation du gradient moyen, de la surface, la Vmax, l'IA centrale, et puis avec des valeurs seuil et des grades de sévérité. Donc ça permet vraiment de tout standardiser, de comparer les études et de pouvoir comparer les bioprothèses chirurgicales, percutanées et puis les stades d'évolution. D'accord. Et alors, justement, que nous disent ces études qui comparent la durabilité avec ces critères standardisés? Voilà. Alors, déjà, on a une étude qui a fait en laboratoire, en quelque sorte. Hier, Alain vous a montré toutes ces machines qui peuvent évaluer la durabilité in vitro des valves. Donc, il y a une étude qui a été faite avec la Sapien 3. Vous voyez, 1 billion de cycles, équivalent à 25 ans. Ils sont comparés à un comparateur chirurgical. Ils ont montré que, sur le plan hydrodynamique en laboratoire, ça marchait très bien. Ensuite, on a des données qui sont apparues dans les registres. Alors nous, on a été un peu les premiers puisqu'on a commencé en 2002 et on a pris tous les patients qui atteignaient au moins 5 ans de suivi pour avoir des données au-delà de 5 ans puisque les données étaient forcément manquantes. Et ensuite, il y a eu plusieurs registres qui ont été faits. Vous voyez ici qu'ils succèdent dans différents pays. Eric, dans le service, a fait une étude multicentrique française puisqu'il y avait quand même 1400 patients qui étaient supposés avoir eu leur valve il y a plus de 5 ans. Et on a pu avoir des données que je vous résume ici, c'est qu'à 7-8 ans, en fait, il n'y avait pas de signal d'alarme de dégénérescence sévère, vous voyez, entre 0 et 4,2% à 7-8 ans, très peu de réintervention, mais bien entendu, si vous regardez le chiffre d'avant, c'est que
avec une population à haut risque ou compassionnelle, il y avait finalement très peu de survivants. Donc parmi les survivants, et en prenant quand même les analyses statistiques du risque compétitif, on arrive à ces résultats. Mais encore une fois, c'est pour des populations traitées initialement, et on va voir ce qui se passe avec les populations actuelles. Alors maintenant, ce qui est important, c'est les études randomisées par rapport à la chirurgie. Est-ce qu'on a des raisons de penser que la durabilité va être plus courte qu'avec les bioprothèses chirurgicales? Donc on peut se baser que sur les études randomisées. Il y en a 2 à 5 ans. Il y a l'étude Partner 2, qui a comparé de façon randomisée la XT et la chirurgie, et ensuite matché avec la Sapien 3. Je vais entrer dans les détails. Il y a l'étude avec la Corvalve sur TAVI, qui a été présentée, mais non encore publiée. Et on a une étude à 8 ans, randomisée, avec la Corvalve Notion 3. Donc je vais aller vite. Mais à 5 ans dans Partner 2, donc si on laisse tomber la XT parce que la XT n'est plus utilisée. Si on prend le Propensity Match avec la S3, vous voyez que les gradients sont inchangés à 5 ans. Et Eric Durand vous parlera des taux de réintervention. Mais en tout cas, sur les résultats du gradient, il n'y a pas de modification ni à 5 ans, ni entre les 2 types de bioprothèses. Si on prend sur TAVI, donc sur la présentation du TCT, vous voyez, pareil, à 5 ans, les gradients en bleu, c'est le TAVI, en rouge, la chirurgie, sont inchangés à 5 ans. Et la seule différence entre les bioprothèses chirurgicales et percutanées, c'est que finalement, le gradient est plus bas après TAVI qu'après chirurgie. Donc encore une fois, pas vraiment d'alerte. Et Eric vous parlera de la réintervention. Alors, à 8 ans, c'est l'étude randomisée Corvalve qui a été faite vraiment assez tôt pour les patients à bas risque, assez peu de patients quand même, 280 patients. Vous voyez qu'en termes de retentissement clinique d'une dégénérescence, il n'y a aucune différence entre la chirurgie et le TAVI à 8 ans, ce qui est quand même une donnée très importante, avec quand même une 60aine de patients dans chaque groupe, même si on peut dire que c'est quand même limité. Et quand on regarde le gradient, il est inchangé de nouveau à 8 ans pour les 2 types de valves. Donc les résultats se maintiennent à 8 ans. Et ici aussi, vous voyez qu'il y a une différence sur le gradient entre la chirurgie et le TAVI. De nouveau parce que le gradient était plus élevé après chirurgie qu'après TAVI. Mais à 8 ans, il n'y a aucune différence. Donc, est-ce qu'on a des données à 10 ans et au-delà, parce que ça compte aussi, et on a des patients plus jeunes, on parle de 15 ans. Alors on a les données de John Webb qui ont été publiées tout récemment. Donc ça, c'est, encore une fois, je vous disais effectivement que dans la population traitée à 10 ans, il ne restait plus que 9% de patients vivants. C'est vraiment, on ne peut pas s'attendre à moins, c'était des patients âgés comorbides. Quand on regarde le gradient chez les survivants, donc il y avait quand même 13 patients à 10 ans. Vous voyez que le gradient, il est inchangé, on peut dire, puisqu'il y avait 13 en post-TAVI, 11 à 1 an, 14 à 10 ans, c'est inchangé. Et quand on regarde l'incidence de dégénérescence, modérée, sévère, donc modérée, c'est dès qu'il y a un gradient à plus de 20, c'est 6,5% à 10 ans, donc on peut dire que c'est vraiment acceptable, qu'il n'y a pas d'alerte sur les patients qui ont atteint ça. En sachant que la dégénérescence était modérée chez les plupart. Et quand on regarde dans notre série, on vient de regarder, mais on va préparer une publication, vous voyez que pareil, on a peu de survivants, on a un survivant à 13 ans, une femme, on a 10 survivants à 10 ans, le gradient est absolument inchangé, et la dégénérescence sévère, elle est également du même taux que John Webb. Donc en gros, on peut dire que, on sait que toutes les bioprothèses ont une durée de vie limitée, qu'il n'y a pas que la dégénérescence, il y a tous les mécanismes, et qu'il peut y avoir des liens entre eux et la dégénérescence, que les données s'accumulent, mais on en a finalement assez peu et pas d'alerte sur la population traitée, et que c'est effectivement un point très important, en particulier la réintervention dont parlera Eric tout à l'heure. Et encore une fois, je fais hommage à Alain pour son invention et pour cette aventure. Merci. Merci. Merci beaucoup Hélène, ça c'est très clair dans ta présentation, mais je vais te demander juste simplement de le reformuler pour que le message soit clair. Considères-tu que finalement ces données sont suffisamment rassurantes pour la question qui nous occupe au cours de cette session, c'est-à-dire traiter par TAVI des patients qui ont plus de 10 ans d'espérance de vie? Alors, c'est pas très facile, c'est-à-dire qu'elles sont, en tout cas ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont vraiment rassurantes pour les gens à risque intermédiaire, à haut risque, et les gens qui ont plus de 80 ans. C'est évident que c'est très rassurant puisque le risque de réintervention est très faible. Les données pour les autres, c'est-à-dire pour les plus jeunes qui ont plus de 15 ans éventuellement d'espérance de vie,
Je pense qu'il faut que les données s'accumulent un peu, parce que forcément, on en aura peut-être un peu plus. Tout est quand même assez concordant à 7-8 ans. Enfin, je veux dire, à 7-8 ans, les données s'accumulent beaucoup. Les gradients sont absolument inchangés dans les études randomisées à 5 ans, donc c'est quand même des bons signes. Il n'y a pas vraiment d'alerte, mais il y aura forcément des réinterventions qui vont venir pour des patients qui ont 15 ans, c'est une évidence. Hakim. Merci Hélène pour la clarté de ton topo. Juste une question concernant les tailles, notamment pour les valves Edwards. De temps en temps, on est un peu approximatif. On pousse des valves avec plus de cc, parfois on fait moins de cc. Et j'aimerais savoir si ce type de pratique obère le pronostic des prothèses à distance. Est-ce qu'il y a des données là-dessus? Alors, j'en ai pas vu. Je sais qu'on en a souvent, c'est un peu discuté, notamment avec l'industriel, de dire que c'est pas bon d'utiliser ces pratiques. Mais j'ai pas vu de données particulières. Alors, il me semble qu'il y a eu en laboratoire une étude avec une surexpansion de 1 à 2 cc qui montrait qu'il n'y avait pas d'altération des feuillets. Mais tu as quelque chose à dire? Ouais. Vas-y, Jean-Philippe. Ouais, j'avais 2 questions pour toi, Hélène. La première, c'est dans Notion. Il y a un tiers des malades qui ont la valve chirurgicale mosaïque, qui est la pire des valves pour les chirurgiens. Et la deuxième question, dans Partner 2, il y a quand même plus de réinterventions dans le groupe TAVI que dans le groupe chirurgie. Et donc, je voulais avoir quand même ton avis là-dessus, parce que c'est quand même des points d'achoppement et de discussion. Alors, avec Notion 3, c'est évident que ce n'était pas du tout les meilleures valves chirurgicales, parce que le gold standard, quand même, je pense, c'est les Perimount, etc., la même famille, Magna. Et là, il y avait des tas de valves dont on connaît, qui n'ont pas vraiment, en plus, été évaluées à distance, dont on connaît la mauvaise durabilité. Donc, c'est sûr que c'est un élément très fort dans la discussion. Mais même, et ce que tu veux dire, c'est que ça peut faussement rassuré sur la durabilité du TAVI, je pense que c'est ça que tu veux dire. Et sur excuse-moi, j'ai oublié la deuxième. Partenaire. Ah oui, Partner 2, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, je l'ai dit très rapidement, c'est que Partner 2, en fait, c'est la randomisée chirurgie versus XT. Et là, je pense qu'Éric va le montrer, il y a un petit peu plus de réintervention avec la XT. Et la comparaison chirurgie, c'était comparaison avec le registre, disons Sapien 3 avec un propensity matching. Et là, il n'y a pas de différence. Donc, on peut aussi considérer que comme c'est la valve de dernière génération et qui a été mieux préparée pour avoir moins de dégénérescence, c'est sur celle-là qu'on devrait se baser pour parler de la durabilité à 5 ans. Mais tu as tout à fait raison. Didier ? Oui, Hélène, j'ai une question pour toi à propos de la façon dont on évalue les gradients. Il y a une controverse actuelle sur le fait d'évaluer les patients de manière invasive, parce qu'à l'écho, il y a toute cette histoire de récupération de pression qui fausse un petit peu ce qu'on mesure à l'état basal. Tu nous as montré que l'évolution de l'hémodynamique était importante dans la définition de la dégénérescence structurelle. Est-ce qu'il y a des cas où tu fais revenir les patients quand ils ont des gradients élevés pour avoir une évaluation invasive, ou est-ce que tu fais de l'écho de stress? Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander quand on a un patient qui arrive avec un gradient élevé et puis on n'est pas certain que ce soit vraiment une dégénérescence structurelle de sa prothèse? Moi, je pense que c'est bien ce que tu as dit, qu'en fin de procédure, c'était bien d'avoir un gradient invasif, ce qui est souvent plus bas que celui qui est échographique. Mais dans le suivi, tu ne peux pas faire autre chose que des échographies. Et donc, ce qu'il faut, c'est surtout comparer par rapport à ce que tu as eu en fin de procédure. C'est ça qui est majeur pour justement le mismatch. Et l'IA, documenté qu'il n'y a pas d'IA centrale, donc si tu en as une qui apparaît, forcément il y a un problème. Et dès que tu identifies un problème, là, passer à une autre imagerie, et vraiment la référence, pour moi, c'est le scanner. Mais retourner à l'invasif, dans notre expérience, on ne l'a jamais fait, et je ne pense pas qu'il y ait d'apport à retourner à l'invasif, juste pour quantifier la détérioration hémodynamique d'une valve, que ce soit un gradient ou une insuffisance aortique. Une autre question, ici? Oui. Merci. Je voulais avoir votre avis sur les microtrombies en infraclinique, donc chez les patients asymptomatiques, qui seraient peut-être à l'origine d'une dégénérescence progressive de cette valve, et donc peut-être du suivi finalement annuel, peut-être par scanner, chez ces patients-là, comme on fait parfois le suivi oncologique, pour peut-être identifier les patients qui vont justement dégénérer sur le plus long terme, mais qu'on n'a pas encore identifié assez tôt, et peut-être alors commencer un traitement anticoagulant plus précoce que d'attendre les symptômes ou la détection en écho.
Alors, ce sujet est souvent évoqué, d'évoquer le lien entre thrombose et dégénérescence. À ma connaissance, à part un abstract que j'ai vu avec du PET scan au fluorure de sodium qui a évoqué cette piste, il n'y a aucun argument scientifique qui en fait le lien, même si c'est une piste qui est intéressante et qui devrait être investiguée. Mais à ce jour, on n'a pas de données qui authentifient ce lien entre ces deux mécanismes de détérioration. Mais c'est effectivement quelque chose qui serait intéressant, parce que si jamais on démontrait qu'il y avait un lien entre les deux, forcément, il faudrait sûrement avoir des conséquences sur la thérapeutique à adopter face à des thrombies infracliniques. Martine, oui. Alors là, j'aurais une petite question pour notre ami chirurgien, Sylvain. Donc on s'aperçoit, là on est en train de parler toujours de la durabilité comparée aux valves chirurgicales qui durent 15 ans, etc. Et puis on s'aperçoit au décours des études randomisées qu'il y a des valves chirurgicales implantées qui n'ont pas du tout cette durabilité, comme celle dont on vient de parler. Donc qu'en est-il en chirurgie? Est-ce qu'il y a des études avant la mise sur des suivis de toutes les valves implantées chirurgicales, et Dieu sait qu'il y en a, et qu'on puisse ne pas attendre une étude randomisée pour les retirer quand elles ont une durabilité qui n'est que de 4 ou 5 ans, ce qui n'est pas tout à fait pour le moment, en tout cas, la durabilité du TAVI, si on en croit nos études. Martine, je sais que tu es largement mieux au courant que moi sur les études en cours côté chirurgie, et clairement, il n'y en a pas. Mais ces résultats pour nos chirurgiens, c'est extrêmement important. Effectivement, il y a des valves qu'on a complètement bannies. Et il y a une façon d'opérer qui n'est plus la même. Mais pour nous chirurgiens aussi, alors ça me fatigue un petit peu d'être le chirurgien. Je ne suis pas le chirurgien, je suis le chirurgien aussi, le TAVI. On est dans une discussion globale. Mais je réponds quand même à une question très chirurgicale. Parce qu'on a la chance d'avoir un chirurgien. Mais c'est normal dans une art team. Non, mais aujourd'hui. Ah, très bien. Je te remercie. Merci de m'avoir invité. Du coup, je me suis complètement perdu. Le type de bureau de test chirurgical et leur durabilité respective. Les études randomisées. Oui, alors voilà, c'est un peu frustrant pour nous, chirurgiens, d'avoir ces études randomisées, parce que exactement comme dans le problème de l'angioplastie comparé à la chirurgie de pontage, on compare toujours l'angioplastie, le must de l'angioplastie avec le dernier stent et avec la FFR associée à une chirurgie de pontage qui est complètement basique, avec des veines partout. Et c'est un peu pareil dans le TAVI versus chirurgie. Mettre des mauvaises valves, ne pas mettre les bonnes tailles de valves, c'est catastrophique. C'est des résultats qui ne sont pas du tout représentatifs de ce que l'on peut faire en chirurgie. Mais il faut rester prudent dans les deux cas. Effectivement, on ne doit pas dire non plus que la valve chirurgicale a une durabilité connue, parfaite. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Une dernière question avant de passer à l'étape suivante. Une remarque très rapide, mais juste on a été, l'ANSM et le GACI, en contact sur les problèmes de dégénérescence de valves chirurgicales et des dégénérescences de valves précoces. On s'aperçoit qu'on ne fait pas assez de déclarations lorsqu'il y a une dégénérescence précoce de valves, notamment chirurgicales. Il n'y a pas de remontée à l'ANSM qui a une dégénérescence. Du coup, ils disent qu'il n'y a pas de data. Donc il faut que tous, quand on a un pharmacien clinicien dans notre service et qu'il y a une dégénérescence de valve chirurgicale, faire la déclaration pour que ça remonte aux tutelles. Sinon, ils ne voient pas, et de la même façon pour un TAVI, mais ils n'ont pas la remontée qu'il y a des dégénérescences précoces de valves en France. Et de la même nature, il y a le même biais. Toutes les dégénérescences de valves chirurgicales n'arrivent pas chez les chirurgiens, parce que justement, envisager une réintervention chirurgicale très âgée, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Bien sûr. Parfait, écoute, merci beaucoup Hélène. Je pense que le message est très clair. Donc on va maintenant écouter Eric qui va venir s'installer, qui va nous parler donc du dernier point qu'a évoqué Alain, c'est-à-dire qu'à l'idée d'évoquer cette implantation de TAVI chez des patients qui ont plus de 10 ans d'espérance de vie, il faut aussi, en tant que Art Team, qu'on ait des informations sur les réinterventions. Et donc Eric, peut-être tu peux commencer par nous donner des informations sur les données dont on dispose sur le délai de réintervention avant TAVI, après TAVI, pardon. Merci, bonjour à tous. En fait, on a plusieurs données de registre, mais il faut faire assez attention quand on regarde les pourcentages qui sont indiqués, parce qu'il faut d'abord comprendre comment le registre a été fait. Si on prend un très gros registre international avec près de 65 000 patients, Redo TAVR, en fait, ce sont que des patients qui ont eu un Redo TAVI qui sont rentrés dans le registre.
Et on a calculé la fréquence par rapport au nombre de procédures qui avaient été faites pendant la même période dans le centre. Donc on voit que dans ce premier registre, on a moins de 1%. Explant TAVR, c'est un registre où c'est que des patients qui ont eu une réintervention chirurgicale. Donc encore une fois, il faut bien comprendre comment on voit ce pourcentage. Le troisième registre, très volumineux, fait aux États-Unis, c'est les patients réhospitalisés. Et là, on a une vraie estimation, parce que c'est des patients qui ont été réhospitalisés, on a toute leur antériorité dans les bases de données, et sur cette très très grosse base de données américaine, donc 0,4%, des résultats à peu près similaires. Puis quand on regarde un registre monocentrique, j'ai choisi celui du Michigan parce qu'il est bien fait, vous voyez que l'incidence c'est à peu près 1%, moins d'1% dans les registres. Par contre, ce qui est étonnant, c'est le délai médian. On voit que les délais médians dans la littérature dont on dispose aujourd'hui, ce sont des réinterventions relativement précoces, la plupart du temps comprises entre 1 et 2 ans. Alors on verra qu'il y a des petites subtilités dans les diapositives suivantes, mais vous voyez qu'il y a très clairement deux types de réinterventions, des très précoces et puis des plus tardives avec probablement des choses différentes. Alors qu'est-ce que disent les études randomisées sur le même sujet? Hélène en a parlé un petit peu. Par exemple, on va prendre les prothèses d'abord délivrables au ballonnet. Étude partenaire 1 à 5 ans, une réintervention, 5 survivants. Bon, je pense que pas grand-chose à dire. Si on prend l'étude partenaire 2 à 5 ans et le registre dont a parlé aussi Hélène, où avec analyse de propension, on a comparé des valves un peu plus contemporaines, la valve Sapien 3, effectivement, il y a un peu plus de réintervention dans les 5 premières années après TAVI qu'avec chirurgie. C'est surtout net avec la valve de deuxième génération, la valve Sapien XT, 3,2% à 5 ans versus 0,8% dans le bras chirurgie, et un peu moins avec l'étude Sapien 3, 1,9%. Et là, avec le score de propension, il n'y a pas de différence significative, mais vous voyez bien qu'il y en a quand même un petit peu plus en nombre. Qu'en est-il des valves auto-expandables? On a à peu près la même information. On voit que les réinterventions précoces, il y en a 8 dans le bras TAVI, dans l'étude US Corval High Risk, 0 dans le bras chirurgical. Quand on fait le décompte à 5 ans, il y a 3% versus 1%, mais vous voyez qu'en fait, toute la différence est drivée sur la première année, parce que si on regarde de 1 à 5 ans, il y en a 2 dans chaque groupe. Qu'en est-il de l'étude Notion, dont Hélène a parlé tout à l'heure à 8 ans? Si on se focalise sur les réinterventions, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre le TAVI et la chirurgie, avec quand même, sur le plan numérique, un peu plus dans le bras TAVI que de chirurgie avec les réinterventions. Et en fait, l'étude sur TAVI, qui est faite quand même plus sur des patients à risque intermédiaire avec une espérance de vie plus longue, en fait, c'est un très bon résumé. Les 2 premières années, il y a plus de réinterventions avec le TAVI qu'avec la chirurgie. Et quand on passe ce délai de 2 à 5 ans, il y a autant de réinterventions dans les 2 groupes. Et c'est sûr que si on fait la somme au bout de 5 ans, il y a un peu plus de réinterventions en cas de chirurgie. Dernier point, est-ce qu'il y a une différence entre les valves auto-expandables ou les valves délivrables au ballonnet? Il n'y a qu'une seule étude où on peut avoir ce genre de données, c'est l'étude Choice à 5 ans qui a été récemment publiée. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative pour les taux de réintervention qui sont très faibles entre les valves Corvalve ou les valves Sapien. Merci Eric. Alors maintenant les causes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les causes principales de réintervention? C'est pas facile, mais on a effectivement quelques données. Quand on reprend le registre Redo-TAVI, en fait c'est très clair. Je vous ai dit tout à l'heure, 0,3% de Redo-TAVI par rapport au volume global de ces centres. Et vous voyez qu'en fait il y a 2 types de procédures. Il y a environ un tiers des patients qui ont une réintervention très précoce dans l'année qui suit. Vous voyez même que le délai médian est de 2 mois. Et vous voyez qu'en fait c'est un échec de la procédure initiale, comme l'avait évoqué Hélène. C'est des gens qui ont une valve qui est mal positionnée, mal sizée, qui ont un mismatch d'emblée important, qui ont une IA importante. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la dégénérescence. Quand on prend le deuxième groupe, les 2 tiers de patients qui restent, et là, effectivement, les causes de dégénérescence, de réintervention, c'est de façon majoritaire la dégénérescence, plus rarement la thrombose, et encore moins l'endocardite, puisque, comme vous le savez, les patients qui ont une endocardite sont plutôt réopérés quand ils ont une détérioration valvulaire qu'avec un nouveau TAVI. Quand on regarde le registre chirurgical, où il n'y a que des chirurgiens, on voit bien que c'est quand même, c'est dans un journal de cardiologie, mais il n'y a que 2 causes qui sont données dans ce papier. Pourtant, c'est dommage parce que c'est la plus grosse série, à mon sens, de réintervention chirurgicale après TAVI. On sait que pour un quart, ce sont des endocardites. Et puis pour le reste, c'est tout le reste, mais il n'y a pas du tout de précision de savoir si c'est des IA, si c'est des thromboses, si c'est autre chose.
Alors ça a été bien fait, encore une fois, dans l'étude Partner 2 à 5 ans. On voit très bien quelles sont les causes de réintervention en fonction de la valve implantée du patient. Vous voyez que les patients chirurgicaux, c'est essentiellement des endocardites. Et les patients qui ont eu un TAVI avec la valve XT, c'est assez logique. Vous voyez que les 2/3 presque des réinterventions sont liées à des dégénérescences. Mais vous voyez quand même un quart sont liés encore à des fuites paravalvulaires. Avec la valve Sapien 3, il y a un peu moins de... Tous les patients n'ont pas atteint 5 ans dans le suivi. Vous voyez que c'est un petit peu différent. Il y en a moins, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ce n'est pas majeur non plus. Et vous voyez que les 2/3 des interventions chirurgicales après une Sapien 3 ont été faites pour des fuites paravalvulaires significatives, sans donner plus d'explications sur leur nature et leur origine. Donc je n'ai pas beaucoup plus de... Il est difficile, on a bien des chiffres de réintervention qu'il faut analyser avec prudence en fonction de comment c'est analysé, quelle base de données on utilise. Mais les causes de la réintervention, on voit bien qu'il y en a 2 types, on va dire les précoces et les tardives, je dirais. Et alors, on va en rediscuter après ta présentation, mais Alain a évoqué le problème, c'est la répartition entre les modalités de réintervention, qui peuvent être soit nouveau traitement percutané, soit chirurgie. Tout à fait. En fait, il y a deux thérapeutiques, c'est refaire une technique percutanée, soit un Redo-TAVI ou soit un TAVI-INTAVI, je ne sais pas comment est le terme le plus approprié ou le plus joli, ou de refaire une dilatation aortique. Quand on regarde ce registre nord-américain, qui est un des plus gros et qui est au moins exhaustif, parce qu'on est forcément réhospitalisé quand on a une nouvelle procédure, vous voyez qu'environ les 3/4 sont traités par Redo-TAVI, il y a très peu en fait de dilatation aortique, et 1/4 sont traités par chirurgie dans ce genre. Toujours dans le même papier de Partner 2, c'est très clair aussi. Vous voyez que environ les 3/4 des patients sont traités par Redo-TAVI et environ 1/4 sont traités par chirurgie en cas de réintervention. Quand on regarde aussi le registre Michigan, c'est un registre monocentrique sur du long terme, c'est bien fait. On voit que ce n'est pas tout à fait la même chose, il faut analyser ça avec prudence, parce que c'est vraiment un registre, c'est pas randomisé. Mais on voit que les Redo-TAVI, c'est pareil entre les valves auto-expandables et les valves ballonnaires. En revanche, vous voyez qu'il y a un peu plus de réintervention chirurgicale en rouge avec les valves auto-expansibles. C'est des valves de première génération pour la plupart. Je pense que voilà, l'idée, ce n'est pas de comparer, mais vous voyez que c'est la répartition entre les deux techniques. Et dans ce registre, il y a plus de chirurgie que de Redo-TAVI par rapport aux données préalables que je vous ai montrées. Et alors, dernière chose qu'il nous faut connaître pour guider notre décision, c'est la morbimortalité qui est associée à cette réintervention. Alors, de manière très synthétique, est-ce que tu peux nous donner des données là-dessus? Très synthétique, Nicolas. Si on regarde les Redo-TAVI, voilà ce que j'ai. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose sur les données publiées sur les Redo-TAVI. 2,9% de mortalité à 30 jours, moins d'1% d'obstruction coronaire, alors que c'est un vrai sujet quand même. Voilà ce que j'ai trouvé. Si on regarde à 1 an, 13% de mortalité, pas de différence de mortalité si c'est une réintervention précoce ou tardive, pas de différence si c'est un rétrécissement, une fuite, pas de différence si la première valve initiale est petite ou grosse. Si on regarde la chirurgie, là c'est plus haut et on s'y attend. Dans ce papier chirurgical qui a pris tous les Américains qui ont une réintervention chirurgicale, 13% à 30 jours de mortalité chirurgicale. Ça multiplie par 4 le risque de décès du patient, et le facteur prédictif le plus important de décès, ce n'est pas le fait que ça soit une endocardie, ce que j'aurais pensé, parce que c'est classiquement une chirurgie plus compliquée, c'est simplement le fait des comorbidités, notamment l'insuffisance rénale. Et là, on compare chirurgie et c'est exactement la même chose, 15% versus 3%. Donc on peut conclure, Nicolas, bien sûr, sur ce sujet, si tu m'autorises. En fait, on peut dire que les réinterventions sont rares, mais en fait, leur incidence varie selon le type d'étude, si c'est un registre ou une étude randomisée, et selon la façon dont on l'exprime. Est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce que c'est un Kaplan-Meier? Est-ce que c'est une analyse qui tient compte du risque de décès? On voit que toutes ces études, comme l'a dit Hélène, ont été faites dans des populations à très haut risque, avec une espérance de vie limitée, et le plus souvent avec des prothèses de première génération. Les réinterventions précoces, d'après les études randomisées, sont un peu plus fréquentes après TAVI qu'après chirurgie, sans différence évidente entre les différents types de prothèses. Sur les données actuelles dont on dispose, ce sont plutôt des réinterventions précoces, puisque le délai est de 1 à 2 ans. Dans 75% des cas, les gens ont un Redo-TAVI. En cas de réintervention précoce, c'est le plus souvent une dysfonction de la première procédure, avec le plus souvent des fuites paravalvulaires, et les dysfonctions tardives, c'est essentiellement de la dégénérescence. Et je pense qu'on a besoin encore de collecter ces données pour bien préciser la fréquence, la cause, le devenir, les complications de ces réinterventions après TAVI. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric. Donc il y a maintenant une question fondamentale qu'on doit aborder, qu'Alain a posée tout à l'heure, c'est que pour guider notre choix de primo-intervention TAVI chez ces patients espérance de vie prolongée, on doit connaître, en savoir un peu plus sur, Sylvain, la chirurgie qui va se passer en cas d'explantation. Donc explique-nous un petit peu, est-ce que c'est simple, est-ce qu'il y a une différence entre une valve courte et une valve haute qui va être endothélialisée dans l'aorte? Est-ce que tu seras obligé de faire un Bentall à chaque fois? Dis-nous en plus là-dessus. Okay. Et on peut afficher la diapositive que vous allez avoir à l'écran dans un instant. Vas-y. Bon, pour faire simple, pour l'instant, l'expérience réelle des chirurgiens sur ces réinterventions sur TAVI est petite, mais comme on l'a dit 10 fois déjà, cette expérience va forcément grandir avec le pool des patients qui reviendront forcément à ce genre de situation. Mais globalement, moi, j'en ai retiré quelques-unes, ça n'a pas été très compliqué. C'est même parfois plus simple que de retirer une valve chirurgicale parce qu'il n'y a pas tous les points à retirer. Mais ça peut être aussi très compliqué parce que c'est vrai, notamment dans les valves hautes comme corps valve, qui ont une surface en contact avec la racine de l'aorte la diapo, s'il vous plaît, qui va avec, très importante. Et on sait bien que ces valves, elles s'endothélialisent. Alors plus on attend, plus ça s'endothélialise. Et effectivement, on peut être amené dans des situations extrêmement graves où retirer une corps valve induit des plaies de la racine aortique et ça peut finir en Bentall, simplement. Et c'est sûr qu'un Bentall, chez un TAVI dégénéré qui a été posé à 84 ans, c'est sûr que la mortalité sera forcément importante. Voilà. Mais ça peut être aussi un geste pas forcément très compliqué. Si le TAVI est récent, si c'est une endocardite récente, par exemple, ce sera plutôt assez facile. Mais c'est un peu aléatoire. Bon, merci. Je pense que c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Stéphane, je te laisse le mot de la fin et la conclusion sur cette session. Qu'est-ce que tu en retiens et quels sont les points essentiels? Donc, je voudrais d'abord remercier tous les orateurs et tous pour cette belle session. Donc, on a vu quand même que je trouve que ces dernières années, la technique d'implantation s'est très nettement facilitée et que ça, c'est un point très positif. On a de moins en moins de complications per procédure. Et il faut essayer d'optimiser nos résultats pour avoir le minimum de fuite, le minimum de pacemaker pour le futur, qui vont avoir des impératifs sur les mortalités futures. Et tout ça, c'est grâce à la Heart Team, et je crois que c'est important. On a un chirurgien aujourd'hui, je le remercie d'être là. Je ne sais pas si toutes les équipes travaillent avec un chirurgien cardiaque, mais je trouve que c'est une collaboration qui est indispensable. On a mis le point sur l'importance du scanner. Je pense que le scanner, il faut absolument que tous les jeunes qui sont là apprennent à se servir d'un scanner, apprennent à lire des images. Et ça, je crois que c'est très important. Moi qui suis pas mal dans les congrès d'imagerie, on voit de moins en moins de cardiologues, donc je suis un peu inquiet sur les formations futures. Donc aux plus jeunes, il faut continuer à vous former sur l'imagerie en coupe. Ça, c'est indispensable. Mais on a vu aussi qu'il restait plein de questions et que le Redo TAVI, ça va arriver, que ça va nous poser probablement des problèmes, qu'on n'a pas encore répondu, à mon avis, aux questions quelle valve fallait-il mettre en premier, en deuxième, en troisième peut-être. Ou est-ce qu'il fallait que le chirurgien intervienne entre les deux? Est-ce qu'il fallait faire une TAVI, une chirurgie, une TAVI? On ne sait pas encore. Donc on a encore plein de belles questions devant nous. Donc c'est encore ça va être des années fabuleuses. Je voudrais encore profiter pour remercier Alain d'être là et de nous avoir permis d'être là 20 ans après avec une aventure qui continue. Donc merci à tous. On a les sympos, on va vite aller manger tous. Et puis après, on a vite les sympos. Donc surtout, les oubliez pas. Et merci d'avoir été là cette fin de matinée. Merci beaucoup. Oh, désolé, on a été obligé d'un peu abréger.